Aujourd'hui, on va parler de l'investissement sur le long terme, parce que c'est un sujet qui a été estimé par vous, nos clients, nos prospects, ceux qui nous suivent sur les réseaux, comme étant un sujet qui n'est pas toujours facile à appréhender. On était censé à deux, Cyril et moi, Marc Templeman. Cyril a quelques urgences à traiter, donc je vais essayer de traiter le sujet comme un grand tout seul, sachant que je suis entouré par quelques collègues autour de moi qui me permettront de répondre au fur et à mesure que vous posez des questions et de m'assurer qu'on répond à chaque question. Donc pour ça, l'outil est très simple. Il y a un chat dans lequel vous pouvez poster vos questions. Et par ailleurs, je tiens à remercier tout de suite les personnes qui se sont non seulement inscrites, mais qui nous ont fait part en amont d'un certain nombre de sujets et de questions qu'ils souhaitent que j'aborde en particulier. Alors, on va commencer par la petite page pub, mais je vous promets, elle ne durera pas plus d'1 minute. C'est juste pour vous donner un tout petit peu de contexte sur qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, notre mission chez Cashbee, qui est une plateforme d'épargne et d'investissement, c'est de vous rendre la vie facile et non seulement, enfin, pas nécessairement de vous faire épargner plus, parce qu'en France, le taux d'épargne est déjà très, très élevé, mais de vous aider à épargner mieux. Et donc, de vous donner accès de façon la plus simple possible à une large palette sélectionnée par nos soins d'instruments de placement qui nous paraissent être pertinents selon évidemment votre profil de risque, votre horizon de placement et d'autres facteurs sur lesquels on reviendra sans doute. On a été créé en 2018. On est heureux de pouvoir servir aujourd'hui quelques 12 000 clients qui, collectivement, nous ont confié un peu plus de 400 millions d'euros. Je crois que ce qui est important sur cette page, c'est ce qui se passe à gauche en bas. Nous sommes agréés par la CPR, qui est une entité de la Banque de France. Nous sommes également régulés par l'AMF et l'ORIAS. Tout ça pour vous dire qu'on a des agréments et des statuts qui sont relativement lourds à porter, mais dont on est plutôt fiers, parce qu'il nous semble que c'est un gage de confiance, c'est un gage de qualité qu'on met en avant volontiers en début d'intervention. Alors, première question à laquelle on va s'attaquer, c'est pourquoi faut-il considérer investir sur le long terme? Et c'est une question légitime parce que vous êtes très nombreux, enfin, en France comme ailleurs en Europe d'ailleurs, vous êtes très nombreux à mettre de côté, mais sur des supports qui sont plutôt pour le court terme. Et on peut d'ailleurs, pour des raisons parfaitement valables, épargner pour le court terme. On peut avoir un projet dans 6 mois de partir faire un voyage lointain. On peut avoir un projet dans 24 mois pour enfin avoir mis suffisamment de côté pour passer à l'achat d'une résidence principale. Il se trouve que statistiquement, en France, comme ailleurs en Europe toujours, l'épargne à court terme, qui se trouve sur des supports liquides et sûrs, est bien trop importante par rapport aux réels besoins qu'on pourrait avoir à court terme. Toujours est-il qu'on peut se poser la question, et alors, c'est pas grave. Et bien en fait, c'est là où je vais essayer de vous démontrer dans une première slide que parce que si on investit à long terme, on fait du temps notre allié principal. Et pour l'illustrer, j'ai pris un exemple assez simple. On s'est dit qu'il y avait une jeune fille, Léa, qui, à partir de ses 25 ans, avait la sagesse de mettre de côté 500 € par mois. Et cela pendant une durée de 20 ans précisément. John, peut-être qui a été un peu plus frivole, qui a peut-être voulu dépenser ce qu'il gagnait en début de carrière, lui, il s'y met à 35 ans. Mais pour le coup, il s'y met avec une somme plus importante. Il met de côté 750 € par mois à partir de son 35e anniversaire. C'est-à-dire qu'il met quand même de côté 50% de plus que Léa. Et lui aussi, il va faire ça pendant 20 ans. On fait l'hypothèse que les deux placent sur des instruments qui ont exactement le même rendement, c'est-à-dire 7% par an, dans l'exemple suivant. Et on voit que même si Léa a mis de côté des sommes, encore une fois, 50% inférieures à John, même s'ils ont tous les deux fait ça pendant une durée qui était équivalente, c'est-à-dire 20 ans, parce que Léa a commencé tôt, eh bien, elle se retrouve avec une somme au bout de 65 ans, enfin à ses 65 ans, pardon, qui est supérieure de 33% environ, enfin du tiers que la somme qu'a réussi à mettre de côté John. Et c'est là où on voit bien l'effet des intérêts, la puissance des intérêts composés. Enfin, la puissance, elle est même telle que Einstein lui-même aurait qualifié ce phénomène comme étant la 8e merveille du monde. Et qui fait que, parce qu'on met de côté très tôt, il y a cet effet boule de neige
qui va porter sur les intérêts et les gains que vous réalisez en début de période de l'épargne, qui eux-mêmes vont générer des petits et qui vont générer in fine ce gros pactole dont va jouir Léa à ses 65 ans. Une façon très simple de le calculer ou de le mettre en évidence, c'est la règle des 72 que je vais vous expliquer parce que ça vous permettra peut-être de retenir, de mettre en pratique cet effet boule de neige et surtout peut-être d'impressionner 2-3 personnes autour de la machine à café ou lors des dîners en ville. La règle des 72 dit tout simplement que pour se faire une idée précise du temps qu'il faut pour doubler une certaine somme d'argent, eh bien, il suffit de prendre 72 et le diviser par le taux auquel vous le placez. Donc, exemple, je fais un placement à 4%, 72 divisé par 4, ça fait 18. Un placement à 4%, il va me falloir 18 ans avec des intérêts composés pour doubler cette somme. En revanche, si je place à 8%, eh bien, vous voyez bien que 72 divisé par 8, il ne me faut plus que 9 années pour doubler cette même somme. On peut également inverser l'équation et se dire combien de temps faut-il, si je veux doubler une somme d'argent en 10 ans, quel taux dois-je aller rechercher? 72 divisé par 10. Si je place à 7,2% de façon constante, eh bien, au bout de 10 ans, la somme que j'aurai placée aura doublé dans le temps. Tout ça pour dire que l'investissement à long terme permet de justement faire du temps votre allié principal et d'aller chercher des rendements importants qui vont donner des pactoles importants à la fin de la période concernée. Du coup, on peut se demander quand est-ce qu'il faut se mettre à investir sur le long terme. Et évidemment, pour la boutade, le moment idéal, c'était hier. Mais sinon, pensez-y dès aujourd'hui. Là, les marchés ont clôturé, mais donc ce serait peut-être quelque chose à considérer pour demain. Mais en gros, le message qu'on essaye de faire passer, c'est le plus tôt sera le mieux. Évidemment, sous certaines conditions. Pour ceux qui ont envoyé des questions en amont, il y a une personne qui nous a questionné sur oui, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre un petit pactole de côté, justement pour les coups durs? Et évidemment, la réponse est oui. Donc, quand on se met à épargner et qu'on n'a rien mis de côté, la priorité, c'est de se constituer une épargne de précaution d'abord. Et cette épargne de précaution, pas question d'aller chercher du rendement et de prendre du risque. On verra un peu plus tard que le risque ne va pas sans rendement et le rendement ne va pas sans risque. L'épargne de précaution doit se trouver sur un support qui est sûr, liquide, tout de suite accessible. L'exemple parfait, c'est le livret A. Le livret A qui, jusqu'à 22 950 € par personne, vous permet d'accéder à une somme qui est garantie par l'État, donc on ne peut pas faire plus sûr, qui rapporte peut-être pas grand-chose, mais qui est immédiatement accessible pour le jour où votre voiture tombe en panne, il faut réparer le réfrigérateur, que sais-je. On estime en général que selon la personne que vous êtes, selon la taille de votre foyer, 3 à 6 mois de salaire suffisent pour se constituer cette épargne de précaution et qu'avec cette somme-là, on a suffisamment de côté pour faire face à la plupart des accidents de la vie. Et donc, au-delà, toute somme qu'on met de côté au-delà peut faire partie de cette épargne à long terme. Ensuite, peut se poser la question de, d'accord, je mets de côté sur l'épargne à long terme, vaut-il mieux faire ça d'un coup ou est-ce que c'est justement quelque chose qui se fait au fil du temps? Nous, on est plutôt fermement dans le camp de commencer plutôt vite, même avec des petites sommes, parce que sur la longue durée, une telle discipline, une telle régularité rapportera plus qu'une personne qui met une grosse somme de côté parce qu'elle a peut-être hérité, qui a investi une grosse somme sur le long terme parce qu'elle a peut-être hérité, mais qui ensuite ne fait plus aucun effort dans le sens. Pour illustrer ce que je viens de dire, on a pris toujours un exemple chiffré, en prenant une personne qui met de côté 10 000 € au départ, mais sans faire de versement supplémentaire, qui se compare avec une personne qui met moitié moins, qui commence par mettre 5 000 € de côté, mais qui ensuite abonde de 100 € tous les mois. Avec un rendement égal de 5% par an, le second va réaliser, en termes de pactole sur 15 années, beaucoup plus que la personne qui a mis 10 000 au départ et qui ensuite a laissé faire le temps. Ensuite, il y a eu pas mal de questions sur, d'accord, je vais me mettre à investir sur le long terme, je vous écoute, cher Marc, je vous écoute, cher Cyril, mais quels sont les supports pertinents? Qu'est-ce que je dois choisir comme placement? Et évidemment, ça va vraiment dépendre
de vous. Alors, on met souvent en avant 3 critères qui sont déterminants dans ce choix. Je commencerai d'abord par dire que l'ensemble des classes d'actifs que nous avons listées ici peuvent se combiner. Hein, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment une histoire de quel est le portefeuille que je vais construire pour choisir différentes classes d'actifs qui vont rentrer dans une seule enveloppe, qui constitueront mon patrimoine à moi. Et pour être très spécifique, ce qui va déterminer la composition de cette épargne investie à long terme, c'est tout d'abord votre horizon d'investissement. Si vous estimez que vous aurez un besoin de fonds important dans 3 ou 4 ans, ce qui peut être typiquement le cas de quelqu'un qui est peut-être en début de carrière et qui d'ici 3-4 ans souhaiterait avoir un pactole qui peut constituer l'apport dont il aura besoin pour acheter une résidence principale, eh bien, presque d'office, en ayant un horizon d'investissement relativement court, 3-4 ans, on va s'interdire d'aller chercher des classes d'actifs dont le rendement peut être très élevé, ou dont on espère qu'il peut être très élevé, mais qui sont plutôt risqués et qui pourraient mener à une perte proportionnellement élevée en capital. En revanche, par contraste, quelqu'un qui est en début de carrière et qui dit « je mets de côté pour ma retraite » et qui donc a un horizon d'investissement qui se compte en dizaines d'années, eh bien, même pour quelqu'un qui est de nature prudente, il serait de bon ton, il serait de bon conseil de consacrer une partie de cette épargne à long terme dans des actifs risqués. Et j'expliquerai pourquoi on a cette conviction. Il y a évidemment aussi la question de l'appétence pour le risque. Si vous êtes plutôt quelqu'un de joueur et que vous savez que vous pouvez voir votre patrimoine fluctuer de pourcentage relativement élevé sans que cela vous tienne éveillé la nuit, eh bien, les classes d'actifs plus risquées seront plus attractives pour vous parce que vous viserez les rendements plus élevés sur le long terme et en moyenne. À l'inverse, si vous savez de vous-même que la moindre mauvaise nouvelle va créer de la tension et du stress chez vous, on va faire en sorte que la proportion dédiée à ce type d'actifs reste modeste, tout simplement parce que le but du jeu de l'épargne à long terme, c'est de vous rendre heureux, c'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers et pas du tout de créer un stress qui, par ailleurs, pourrait vous pousser à prendre des mauvaises décisions les jours de stress, les jours de tension sur les marchés. Et donc, on a ces 2 éléments. On a rajouté un 3e élément qu'il faut garder en tête, qui sont les revenus futurs anticipés. C'est-à-dire que si vous espérez et si vous pensez que vous avez une trajectoire de carrière qui est relativement constante avec des promotions à venir, il est possible de prendre quelques risques supplémentaires dès aujourd'hui parce que vous savez que, selon toute probabilité, vous allez être promu manager, puis senior manager et qui sait associé de votre firme d'avocat. Si en revanche, vous avez un métier qui est plus volatile, moins certain et sur lequel les revenus sont variables, peut-être qu'il faut faire un peu plus attention et peut-être que dans sa constitution de son portefeuille, il faut favoriser un peu plus les éléments prudents et conservateurs de votre portefeuille. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées qui serait bon de traiter sur cette page. Il y a une question qui a été posée spécifiquement sur la crypto, qu'on n'a pas fait figurer sur cette page, et donc je réponds à la question posée. Nous, on estime que la crypto, c'est évidemment une classe d'actifs très volatile, où économiquement, il est compliqué de prédire l'évolution du sous-jacent. Ce n'est pas le cas que de la crypto, ça peut être le cas de l'or, ça peut être le cas du private equity ou même de l'immobilier, mais pour nous, on a du mal à se donner une vision claire sur la trajectoire probable de telle ou telle crypto. Donc, ça rentre clairement dans une poche qui serait ultra risquée pour celui ou celle qui se sent plutôt à l'aise avec le risque, en espérant en retirer un gain plutôt élevé. Donc voilà pour les cryptos. Je réponds tout de suite à une deuxième question. Est-ce qu'un ETF monde suffit ou est-il mieux de diversifier encore plus et comment? Un ETF monde, attention, un ETF monde vous donne peut-être le sentiment d'être diversifié. Un ETF monde, c'est ni plus ni moins qu'un ETF qui est investi dans la quasi-totalité des actions cotées au monde. On reviendra un peu plus tard sur le risque de concentration que vous êtes en train de prendre sans le savoir. Mais en tout cas, il est très clair qu'un ETF monde tout seul vous expose à une seule classe d'actifs qui est la classe d'actifs des actions. Et donc, vous êtes déjà en train de prendre du risque. Alors certes, en vous diversifiant et géographiquement et par secteur,
Mais il faut savoir qu'un ETF monde tout seul, c'est ni plus ni moins qu'un investissement en actions, très diversifié certes, mais qui à lui seul vous expose à une seule classe d'actifs. Je continue. J'ai beaucoup parlé de volatilité et j'aimerais y consacrer un peu plus de temps parce que c'est un terme qui peut paraître un peu technique, voire technocrate. La volatilité, dans sa plus simple expression, c'est ni plus ni moins le degré par lequel un actif, ça peut être une action, ça peut être une obligation, ça peut être un ETF, ça peut être un fonds, ça peut être une crypto-devise, ça peut être une monnaie, bref, c'est le degré de variance, le degré par lequel un actif donné va changer de prix sur une durée donnée. Et donc, sachez que les actions, sur des périodes relativement courtes, ça a tendance à varier plutôt fort, notamment autour d'annonces qui peuvent décevoir le marché ou au contraire impressionner le marché. Là récemment, lors de la présentation des résultats trimestriels, ou annuels plutôt, d'un certain nombre de mastodontes de la tech, le marché a pris peur, estimant qu'un Amazon, un Microsoft est en train de dépenser trop en IA, et donc les actions ont perdu, de mémoire, respectivement 7 et 10% en moins de 24 heures. Donc les actions, c'est connu pour être plutôt volatile. À l'inverse, on dit souvent des obligations que c'est moins volatile. Ça ne veut pas dire que c'est sans volatilité aucune, mais les obligations, par nature, fluctuent moins d'une journée sur une autre. Donc, un bon moyen pour se souvenir de ce que c'est que la volatilité, c'est que c'est un facteur de risque. La crypto, c'est très volatile. La valeur d'une part de fonds euros est plutôt moins volatile, voire pas volatile du tout. Évidemment, un placement sur le livret A n'est pas volatile du tout. En revanche, ce n'est pas parce que la volatilité existe que c'est une mauvaise chose. Et en plus, la volatilité varie énormément dans le temps. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les grands titres dans les journaux, telle ou telle action a flambé, c'est typiquement parce que le journaliste s'est intéressé au changement du prix de l'action d'un jour à l'autre. Quand on parle d'un krach boursier, c'est parce qu'on estime que sur une période très courte, l'ensemble du marché a corrigé typiquement de pas loin de 20%. Pour parler de krach, on parle de correction à partir de 10% et de krach à partir de 20%. Maintenant, il nous semble que pour des placements à long terme, il s'agit d'être conscient de la volatilité à court terme, mais surtout de se rendre compte qu'elle n'a rien à voir avec la volatilité sur des durées beaucoup plus longues, de type 1 an, 5 ans, 20 ans. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer à droite avec les deux petits tableaux. Donc, premièrement, on a pris un indice action, on a pris un des indices les plus connus du monde, le S&P 500, qui représente les 500 capitalisations boursières américaines les plus importantes. Et on voit que sur un jour, cet indice, il y a 45% de chances d'une journée sur l'autre, il baisse. Alors, on aurait pu être un peu plus optimiste et dire qu'il y a 55% de chances que l'indice monte, mais dans 45% des cas, d'un jour à l'autre, cet indice baisse. Et vous voyez bien que plus on s'allonge dans le temps, donc sur un mois, c'est à peu près un tiers des mois qui finissent en baisse, alors que 2 tiers des mois, vous êtes plutôt en hausse. Sur un an, il y a une année sur 4 où l'indice boursier va finir en baisse, alors que les 3 autres années, l'indice finit en hausse. Sur 5 ans, vous êtes déjà pas loin à 10-15%. Et surtout, et c'est ça sur lequel je souhaite insister, sur des périodes de 20 ans, vous avez beau prendre des périodes de 20 ans en commençant en 1960, 1980, vous prenez votre année de départ, sur 20 ans, le S&P 500 n'a jamais fini en baisse. Si on prend les obligations, juste pour vous montrer la différence de volatilité entre classes d'actifs, d'un côté les actions, le S&P 500, l'autre le Merrill Lynch Global Bond Index qui prend l'ensemble des obligations investment grade, donc de qualité dans le monde, vous voyez bien que les probabilités suivent le même trend. Plus la durée est longue, plus vous avez de chances de tomber sur des périodes où cet indice va finir en hausse. Mais surtout, vous commencez plus bas et vous allez assez rapidement vers des proportions très, très faibles de risque de perte sur des durées longues. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça milite ça milite pour l'investissement à long terme, ça milite aussi pour des investissements où on est encore une fois conscient des variations qu'il peut y avoir sur les courtes durées, mais de se souvenir lorsqu'il y a des fortes chutes qu'on est là pour la durée, 10, 15, 20 ans, et donc de ne pas céder à la panique que peut provoquer une correction de marché. Et c'est là où je veux illustrer l'importance de rester investi.
Les chiffres sont très parlants, mais je vais quand même essayer de les expliquer calmement. Donc là, j'ai pris tout simplement le même indice S&P 500, qui est encore une fois cet indice boursier américain, les 500 plus grandes valeurs capitalisation boursière aux US. Et je me suis intéressé à la performance de quelqu'un qui aurait juste pris cet indice début de l'année 2000 et qui aurait décidé ou qui aurait voulu vendre le tout à la fin de l'année 2025. Et bien, cette personne aura multiplié sa somme de départ par 6,53. Donc, elle aura réalisé une performance franchement plutôt intéressante. Si on s'imagine, c'est évidemment un cas théorique, mais si on s'imagine que cette personne avait vendu la totalité de ses parts les 5 jours, enfin la veille des 5 jours où les hausses étaient les plus conséquentes, pour racheter le lendemain, enfin 24 heures plus tard, eh bien, sa performance aura probablement diminué, enfin, aurait diminué d'à peu près de moitié. Donc, en loupant les 5 séances de hausse les plus importantes, vous diminuez, enfin, cette personne aurait diminué son rendement total de presque moitié. Et en loupant les 10 jours de performance les meilleurs, eh bien, vous voyez bien que la performance chute presque de 66%. Et je ne dis pas que vous allez être tenté d'être à l'écart du marché les jours des plus fortes hausses. Le problème, c'est que les jours des plus fortes hausses sont souvent celles qui suivent une période d'instabilité ou une période où rien ne se passait, ou même des périodes où les chutes étaient plutôt fortes. Un exemple assez parlant de mémoire, c'était au courant de l'année 2022, où pendant quelques mois, il y a eu une forte correction, mais qu'en fait, l'année a fini en hausse, tout simplement parce que dans les mois qui ont suivi, non seulement la correction a été reprise, mais même les marchés ont pu performer au-delà du point le plus haut précédent. Et donc, nous, on a bien regardé et s'inspirer des plus grands investisseurs au monde. Le fondateur de Vanguard, un Américain qui s'appelle John Bogle, aujourd'hui décédé, lui, il préconisait de ne surtout pas trop regarder son portefeuille avec fréquence, de ne surtout pas trop suivre les évolutions du marché au jour le jour. Et donc, il a retourné une expression anglaise très souvent utilisée qui est don't just stand there, do something, qui est un peu le biais humain qui pousse à l'action. Hein, quand on se sent menacé, l'humain est poussé à l'action. Et lui, il a inversé la phrase pour dire don't just do something, just stand there. Ce qui se traduit en français pas très joli, ne faites pas juste quelque chose pour faire quelque chose, restez simplement là. Et donc lui, il préconise une certaine passivité qui permet de bénéficier des journées de forte hausse qui, évidemment, qu'on ne peut pas prédire d'avance. Alors, autre sujet que bon nombre d'entre vous m'ont posé comme question, enfin nous ont posé comme question, c'est quoi cet aspect de diversification? Faut-il diversifier? Et si oui, comment on y arrive? Quelle est la composante action? Quelle est la composante obligataire? Alors déjà, oui, nous, pour des investisseurs individuels que vous êtes, non spécialistes et qui n'ont peut-être pas envie ni le temps de passer 12 heures devant vos écrans pour suivre les actualités de marché, oui, la diversification est un super outil pour dormir tranquille la nuit et s'assurer que sur le long terme, on a maximisé les chances d'obtenir le rendement qu'on visait au départ. Mais attention, la diversification pour la diversification peut être trompeuse. Et elle peut être trompeuse de deux façons. La première, c'est l'effet de corrélation entre classes d'actifs. Donc ici, on essaye de l'illustrer et vous allez le comprendre très vite. C'est une personne qui se dit « Oui, moi je souhaite diversifier et donc j'investis dans des actions d'Amazon, d'Alphabet et de Microsoft. Me voilà diversifié. » Alors, je sais bien que vous vous rendez bien compte de l'erreur que fait cette personne, mais c'était pour grossir le trait. Vous voyez bien dans le graphique que dans la réalité, d'abord, il a fait plutôt une bonne pioche. Sur la durée 2014-2025, les 3 actions ont fortement monté, Amazon, Alphabet et Microsoft, mais vous voyez bien qu'elles se sont suivies dans le temps. Et qu'à chaque fois qu'il y en avait une qui baissait, les 2 autres aussi, et qu'il y en avait une qui montait, les 2 autres aussi. Et donc là, il s'agit d'un portefeuille qui est très corrélé, où l'effet diversification ne joue pas du tout en faveur de l'épargnant. Donc, le point à garder en tête, il y en a 2. Le premier, c'est lorsque vous diversifiez, assurez-vous de diversifier par géographie, par industrie, par classe d'actifs, donc actions, obligations, immobilier, pourquoi pas un peu d'or, et
de vous rendre. Donc ça, c'est le premier élément, pardon. Et le deuxième, sachez que la corrélation entre les classes d'actifs peut évoluer dans le temps. Je m'explique. Dans le passé, il y avait une grande théorie financière qui disait le meilleur des portefeuilles, notamment pour des jeunes professionnels, c'est de se mettre 70% en actions, 30% en obligations. L'idée étant que dans les années où les marchés actions connaissent des difficultés ou des corrections, justement, c'est la patte obligataire qui allait compenser le manque à gagner ou la correction sur les valorisations boursières. Et dans les bonnes années, évidemment, c'est les actions qui allaient produire le rendement le plus fort, avec la part dédiée aux obligations qui n'allait pas nécessairement perdre d'argent, mais qui allait générer des rendements beaucoup plus faibles. Cette théorie, elle est jolie, mais elle ne tient pas nécessairement dans le temps. C'est-à-dire que les 2 ou 3 dernières crises, on a bien vu, même aussi depuis le début, par exemple, de la guerre en Iran, que non seulement ça a pesé sur les marchés actions, mais ça a pesé simultanément et dans le même sens sur les marchés obligataires. Et que la classe d'actifs qui semble résister dans ces tempêtes-là est plutôt à trouver du côté de l'or. Donc, corrélation, oui, il faut en être conscient. 2, malheureusement, la corrélation n'est pas stable dans le temps, elle peut fluctuer dans le temps entre classes d'actifs. Ça, c'est un premier point. À droite, ce qu'on essaye de vous indiquer, et ça revient un petit peu sur la question qui nous a été posée sur cette ETF Monde, c'est qu'il ne faut pas, les indices, les ETF, mais les indices boursiers ou obligataires sont là pour vous permettre de diversifier très facilement et pour des montants relativement faibles. Je m'explique. Si vous investissez dans la S&P 500, même pour des montants relativement modestes, de type 100 euros, 1000 euros, vous allez pour 100 ou 1000 euros, en fait, investir dans un indice qui est composé de 500 actions différentes, 500 valeurs américaines différentes. Alors certes, il y a une concentration géographique aux US, mais vous avez tous les secteurs. Vous avez de la pharmacie, transport, banque, assureur, tech, vous avez de tout. Il ne faut pas pour autant en conclure qu'en achetant un ETF S&P 500, ça y est, vous êtes tranquille, vous avez acheté le marché américain de façon ultra diversifiée. Parce que, à cause de la performance des 7 magnifiques, qui sont les 7 mastodontes de la tech, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Tesla, Nvidia, et j'en loupe un, il va me revenir. Ces 7 magnifiques, ces 7 valeurs représentent plus du tiers de cet indice. Donc, en achetant un ETF S&P 500, oui, vous êtes diversifié, mais vous avez quand même pris un risque plutôt concentré sur 7 valeurs qui se trouvent être toutes les 7 actives dans le domaine de la tech. En France, ce n'est pas beaucoup mieux. On est tous à peu près conscients de l'existence du CAC 40, les 40 valorisations boursières les plus importantes à la Bourse de Paris, mais il faut savoir que sur les 40, LVMH, Hermès et L'Oréal, des valeurs plutôt corrélées, parce que toutes les 3 plutôt liées au secteur du luxe, LVMH, Hermès et L'Oréal pèsent pour presque de 20% dans cet indice. Donc, la diversification, oui, on est fan. La fausse diversification auquel on pense, qu'on pense obtenir en investissant dans des indices, on s'en méfie. Alors, ensuite, y a-t-il des erreurs à ne pas commettre quand on commence à réfléchir à la constitution de son épargne à long terme et à ses investissements à long terme? Oui, évidemment. Le premier, on en a déjà parlé, mais j'incite et j'y reviens, prendre des décisions dans l'émotion et dans la précipitation, qui sont pourtant, nous humains, on a des biais dans ce sens. Depuis la nuit des temps, quand l'homme est attaqué, sa décision, c'est soit fuir, soit contre-attaquer. C'est rarement de ne rien faire. Les décisions prises dans l'émotion sont souvent plutôt néfastes pour un portefeuille d'investissement. Et ça fait allusion à cette phrase qu'on entend de temps à autre, notamment quand il s'agit de décrire les investisseurs dits retail, c'est-à-dire les investisseurs individuels, qui ont tendance à acheter haut et vendre au plus bas. Et qui est évidemment un principe relativement négatif pour la performance d'un portefeuille. Ensuite, il y en a 2 que je vais prendre en même temps, qui sont scruter la performance de votre portefeuille tous les jours, qui peut conduire justement à ce sentiment d'urgence et de panique, ou ne jamais regarder la performance de votre portefeuille. Et là, je vais m'expliquer. Vous allez constituer au départ votre portefeuille, encore une fois, en fonction de votre horizon de placement, en fonction de votre sentiment et votre goût pour le risque, peut-être en fonction de vos convictions personnelles et peut-être, pourquoi pas, en fonction des discussions que vous avez pu avoir avec des experts. Et donc, vous allez vous faire votre thèse.
Un exemple de thèse pourrait être, moi, je pense que vu tout ce qui se passe dans l'IA, les valeurs de la technologie vont surperformer en moyenne le marché plus largement, et donc je vais avoir une pondération un peu plus importante vers les valeurs de la tech. Très bien. Toujours est-il qu'il s'agit au moins une fois par an, peut-être de façon semestrielle, de revenir sur vos thèses, de revenir sur ce qui vous a conduit à faire tel ou tel placement, tel ou tel portefeuille, pour se demander juste calmement, est-ce que mes thèses, est-ce que mes hypothèses tiennent toujours? Et on voit bien par exemple qu'aujourd'hui, on manque de clarté sur les entités, les valeurs cotées en bourse qui vont le plus bénéficier de l'IA. Est-ce que c'est les sociétés de la tech qui sont en train de dépenser des dizaines, voire des centaines de milliards tous les ans pour s'assurer de l'avance qu'ils peuvent avoir dans le domaine? Ou est-ce que c'est au contraire des sociétés beaucoup plus traditionnelles, comme Walmart, pour prendre un exemple d'un acteur dans la grande distribution, qui va appliquer l'IA pour augmenter sa productivité, augmenter son efficacité et probablement augmenter ses marges? Je n'ai pas la réponse, mais c'est le type de question qu'on peut se poser une fois la constitution de son portefeuille effectuée. Les deux suivants, je vais toujours les prendre ensemble. C'est viser des rendements trop bas et viser des rendements trop élevés. Alors, ça peut paraître comme étant une tautologie ou aller de soi ou enfoncer une porte ouverte, mais je reviens sur une question qui nous a été posée. Il y a une personne qui nous a dit, moi, je veux investir sur le long terme, vraiment, je vous le jure, mais je veux aller sur des supports très sûrs. Donc, clairement, il s'agit de quelqu'un qui est plutôt prudent, mais à laquelle je dirais, si vous êtes certain de vouloir investir sur 10, 20 ou 25 ans, ne soyez pas trop modeste, ne soyez pas trop prudent. On peut constituer un portefeuille où 80% de vos placements sont dans des supports particulièrement défensifs. Je pense notamment aux fonds euros, je pense à des fonds monétaires et des fonds obligataires. Mais si l'horizon de placement est véritablement de plusieurs dizaines d'années, il serait pas bon de conseiller à cette personne d'avoir uniquement des classes d'actifs ultra défensives. Et je pense que le bon conseil, c'est de dire, malgré tout ce qu'on sait de vous, au regard de votre horizon de placement, mettez quand même 10-15% d'actions très diversifiées dans ce portefeuille et pourquoi pas un peu d'or. À l'inverse, viser des rendements trop élevés peut avoir des risques aussi. C'est-à-dire que comme le disait une de ces personnes qui nous a contactés en amont, que des investissements qui visent du 20% ou plus dans son portefeuille, c'est plutôt très risqué et on a beau dire qu'on ne va pas craquer le jour où tout se passe mal, mais ce type de placement peut donner lieu à des coups de stress et à de la sous-performance qui n'est pas bon non plus. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je me rends compte que je suis peut-être moins clair dans ce domaine, mais prendre des risques trop concentrés pour toujours viser des rendements trop élevés ne semble pas nécessairement, même pour des personnes qui se définissent comme étant dynamiques, voire agressives, étant la bonne solution. Essayez de timer le marché. Je crois qu'on en a suffisamment parlé, mais je vais quand même y consacrer encore une minute. Essayez de rentrer quand les marchés vous paraissent pas chers et évitez de rentrer dans le marché quand il vous paraît cher. Même les plus grands experts n'y arrivent pas. Donc, on a eu une question d'une personne qui nous a dit, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir sur le marché américain alors que les valeurs américaines sont au plus haut? Moi, je peux vous montrer dans le passé des années, mais vraiment de nombreuses années, où le S&P 500 ou le Nasdaq étaient à leur plus haut et où l'année d'après, eh bien, ces deux indices ont encore pris 10, 15, voire 20%. Il se trouve que aujourd'hui, autant que je puisse en juger, la croissance aux US reste plutôt bonne. Je n'ai pas de boule en cristal. Je ne peux pas dire si le marché aujourd'hui est à son plus haut et donc va corriger. Je peux confirmer mon accord avec l'observation qui a été faite qu'en termes de valorisation, un certain nombre de secteurs ont atteint des niveaux qui ont été rarement atteints de par le passé. Mais essayer de timer le marché, moi, je ne connais aucun expert qui arrive et donc je ne vois pas pourquoi un épargnant individuel y arriverait mieux. En revanche, le corollaire de ça, c'est que je suis un énorme fan de s'assurer d'investissements réguliers. On en a là aussi déjà parlé, mais alors là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Notre application permet de mettre en place des versements mensuels. C'est un excellent moyen justement pour s'extraire des fluctuations à court terme du marché et de s'assurer que oui,
en mettant une somme prédéfinie tous les mois le même jour du mois, oui, il y aura des moments où on va rentrer sur des moments hauts, mais ça sera compensé statistiquement par des moments où on va rentrer sur des moments de marché bas. L'avant-dernier point, ne pas se renseigner, ne pas demander conseil. Alors, moi je dirais, chacun son métier, vous pouvez avoir des convictions, vous pouvez adorer la finance ou au contraire avouer ne pas y connaître grand-chose. Moi j'adore ça, je suis un geek de la finance et pourtant j'aime bien discuter de placements avant de les faire avec des gens que je considère être des experts. Alors pour être clair, c'est pas le collègue qui vient vous voir autour de la machine à café en vous disant j'ai un bon tuyau pour toi, ou le YouTuber qui, devant sa BMW, va vous dire qu'il a un placement sûr, sans risque, qui va faire du 20%. Ça n'existe pas. Mais en revanche, échanger avec un ou deux ou trois experts, ça ne mange pas de pain. Et au contraire, moi, je vous y encourage. C'est le type de conversation qui peut donner lieu à des constitutions de portefeuille qui sont plus résistants dans le temps et qui peut-être correspondent mieux à votre goût pour le risque et vos objectifs financiers. Le dernier, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il me semble important et bon nombre d'entre vous, d'entre nous, j'en faisais partie, on ignore les frais. On est dans sa banque parce que peut-être que vos parents étaient dans une telle ou telle banque. Cette banque vous démarche pour l'assurance vie, le PEA, le PER, et pourquoi aller voir ailleurs. Très souvent, les acteurs traditionnels facturent des frais d'entrée, des frais de dossier, des frais d'arbitrage et des frais de sortie qui, quand vous les mettez bout à bout et quand vous les rajoutez aux frais de gestion annuels, plombent le rendement réel, le rendement net que vous allez réaliser sur des placements que vous pouvez parfaitement trouver ailleurs. Donc, je ne dis pas qu'il est favorable ou intéressant d'avoir une vingtaine de fournisseurs en termes de produits financiers. Sélectionnez-en 2, 3, peut-être 4. En revanche, ça paye de faire votre marché. Et sans nécessairement prêcher que pour Cashbee, je vous dirais que les acteurs sur le web, typiquement, ne facturent jamais frais d'entrée, frais d'arbitrage, frais de sortie. Et rien que ça peut constituer un avantage financier plutôt considérable sur des durées longues. La dernière slide, il me semble, parce que je me rends compte que j'ai été un peu long, mais le sujet me passionne, c'est il faut tenir dans le temps pour avoir les meilleurs résultats, mais aussi savoir faire évoluer sa stratégie. Donc là, j'ai pris un exemple, mais ensuite, je vous parlerai d'autres exemples qui peuvent avoir un intérêt pour vous. C'est qu'une personne très dynamique, très agressive, si elle s'adressait à nous, on va l'orienter ou elle va s'orienter elle-même vers des placements risqués visant des rendements en moyenne élevés sur le long terme, en acceptant une volatilité à court terme. Il nous semble que si cette personne met de côté pour avoir un pactole à la retraite, il est prudent, même pour des personnes agressives, voire très dynamiques, de se dérisquer et on va dire 5 ans avant le départ à la retraite, progressivement faire évoluer la constitution de leur portefeuille pour aller vers des actifs de moins en moins risqués afin de sécuriser ce pactole qui a été mis de côté, qui, ne l'oublions pas, est censé servir pour mettre beaucoup de beurre dans les épinards à partir du moment où on part à la retraite. Donc, c'est ce que l'exemple ici, le graphe ici essaie de démontrer, c'est que cette personne, pourtant très dynamique, qui a mis de côté régulièrement et qui a surtout investi dans des actifs risqués afin de viser un rendement plutôt élevé, bien à partir de son 60e anniversaire, a progressivement mis de côté et a basculé ses actifs risqués vers des actifs moins risqués, ce qui pèse sans doute sur la rentabilité à viser, mais ce qui sécurise tout l'effort qu'elle a pu faire depuis ses 25 ans jusqu'à ses 60 ans. Donc ça, c'est une évolution de stratégie qui, il nous semble, fait beaucoup sens. Elle peut être automatisée, ça s'appelle la gestion sous mandat à horizon, qui tient compte de votre horizon de départ à la retraite. 2, 3 autres événements de la vie qui peuvent changer la donne sur le niveau de risque que vous devriez prendre au sein même de votre portefeuille. C'est l'agrandissement du foyer typiquement par l'arrivée des enfants. Les enfants, enfin moi qui en ai 3, je peux vous le confirmer, ça a un coût plutôt lourd
durant leur période de scolarité. Et la période de scolarité, elle commence très tôt et surtout, elle se finit de plus en plus tard. Et donc, en ce qui me concerne, m'a conduit à dérisquer un peu mes placements, pas de les enlever, pas d'aller tout cash. Je suis resté investi, mais j'ai cherché à générer des revenus un peu plus tôt, un peu plus stables, afin de pouvoir utiliser mon patrimoine pour contribuer aux dépenses liées à leur éducation. L'achat de la résidence principale peut être ça peut être une autre décision que vous prenez. Et si vous dites, dans 5 ans, j'aimerais bien passer à l'achat, bien pareil, il faut dérisquer son portefeuille. Vous qui étiez plutôt dynamique, agressif, si vous savez que vous avez besoin d'un apport relativement conséquent dans 5 ans, reconstituez-vous votre portefeuille, faites des rééquilibrages en tenant compte de cet objectif financier. Je crois que ça termine en tout cas la partie présentation. Alors, il y a une partie importante qui est de vous remercier, et donc je le fais tout de suite. Mais on peut peut-être ouvrir le débat et adresser des questions. Enfin, je peux peut-être répondre à des questions que vous pourriez avoir. Je ne sais pas, Clément, s'il y en a eu pendant que je parlais, parce que je n'ai pas nécessairement suivi le chat. Alors, il y a une question que j'ai là qui est quel secteur faut-il choisir? C'est une bonne question. On peut avoir des convictions personnelles. Je vais vous donner un exemple. Moi qui ai travaillé très longtemps dans la banque, j'ai une bonne connaissance, je pense, du monde bancaire, surtout que mes clients étaient par ailleurs des banques également. Et donc, dans mon portefeuille à moi, j'ai une pondération probablement trop importante vis-à-vis certaines valeurs bancaires, mais parce que j'estime que c'est un secteur qui, dans le contexte actuel, avec des niveaux d'intérêt plutôt hauts sur le long terme et des niveaux d'intérêt sur le court terme plutôt bas, c'est un secteur qui va plutôt bénéficier, qui est plutôt défensif, qui va bénéficier d'une économie où la croissance est modeste, mais où la croissance existe. Voilà, c'est un point de vue. En revanche, je n'ai pas de secteur à vous recommander. J'ai une recommandation à vous faire, c'est surtout, à moins d'être spécialiste d'un secteur vraiment très spécifique, c'est de ne pas être trop exposé à tel secteur ou tel autre. Donc, je sais que, par exemple, il y a un secteur qui est très à la mode aujourd'hui, qui est le secteur de la défense, pour des raisons évidentes. Oui, ce sont des valeurs qui ont plutôt bien résisté, voire qui ont continué de monter, alors que plein d'autres secteurs ont été mis sous pression depuis que la guerre en Iran a éclaté. Il faut se méfier des modes et surtout, il est rare qu'un investisseur individuel est en avance de phase sur des tendances que d'autres, notamment des grands institutionnels, des investisseurs professionnels, ont déjà identifiées depuis longue date. Première remarque. Il y a une autre question qui a été posée, c'est est-ce qu'à 60 ans, ce n'est pas trop tard pour ouvrir un PER? Donc la réponse est non. Je dirais même plus, c'est pas idiot du tout. Alors, vous aurez remarqué dans ma présentation que je n'ai pas du tout parlé d'avantages fiscaux, mais l'État français favorise évidemment tout effort que les gens peuvent faire eux-mêmes pour mettre de côté pour leur vieux jour. Je ne vais pas vous faire un dessin sur le débat qui reviendra sans doute sur la table autour du financement des retraites. Et je pense, il se trouve que statistiquement, c'est aux alentours des 50, 55, 60 ans qu'on est à son pic de carrière, qu'on touche ses salaires les plus élevés et que donc probablement on est dans les tranches d'imposition les plus élevées. Or, un des leviers puissants du PER, si ce n'est son levier principal, c'est que en contrepartie du blocage de l'argent que vous y mettez jusqu'au départ à votre retraite, vous bénéficiez tout de suite d'une déduction de vos impôts sur le revenu. Et cette déduction est plutôt significative. Donc non, moi, d'abord, j'en ai ouvert un il n'y a pas si longtemps que ça. Certes, je n'ai pas encore tout à fait 60 ans, mais j'y vais très vite. Non, je pense que c'est surtout dans la période de votre vie professionnelle où vous êtes dans les tranches d'imposition les plus élevées qu'il s'agit de sérieusement considérer l'ouverture d'un PER. Alors, il y a une question sur une allocation proportion court terme, moyen terme, long terme pour un épargnant offensif. Je pense qu'on y a répondu en partie. C'est le court terme, il vous faut 3 à 6 mois de revenus pour avoir et sécuriser votre épargne de précaution. Mais au-delà, notamment pour quelqu'un qui s'est défini comme offensif,
faut aller chercher des placements qui visent des rendements plus élevés, qui sont plus volatiles sur le court terme, mais on va assez rapidement aboutir à une allocation qui sera très largement dédiée aux actions, avec sans doute un bout obligataire, mais dans les obligations, un bout de crédit, hein, donc pas des obligations d'État, mais des obligations d'entreprise, qui offrent des rendements un peu plus élevés. Et moi, je dirais toujours, allez, 3 à 5% d'or, qui peut faire effet de contrebalance en cas de forte turbulence sur les marchés actions, notamment. J'espère avoir répondu à cette question-là. Pensez-vous qu'un retournement de marché avec l'IA pour origine soit une réelle menace? Alors, question complexe, je me lance néanmoins. Je pense qu'il n'y a plus de doute sur le fait que l'IA va avoir un impact sur les économies modernes, voire l'économie mondiale, et qu'elle va affecter à peu près tous les secteurs de l'économie. Je crois que ça, le débat est clos. Les questions qui se posent, c'est comment l'IA va affecter les différents secteurs, les différents acteurs au sein de ces secteurs, et à quelle vitesse, dans quelle durée. Je m'explique, et je peux faire le parallèle avec l'impact d'Internet, qui à l'époque était également correctement identifié comme une innovation qui allait disrupter et changer la donne. Je pense que pendant très longtemps, on a estimé qu'Internet allait évidemment bénéficier aux acteurs de la tech qui étaient en train d'inventer l'Internet. Et on a bien vu dans le temps que certes, il y a certains acteurs de la tech qui en ont bénéficié, d'autres acteurs de la tech qui ont disparu, et que parmi les acteurs dits traditionnels, certains acteurs ont énormément bénéficié de l'Internet. On peut penser à la distribution, on peut penser au transport. Enfin, il n'y a pas un secteur qui n'a pas bénéficié de l'Internet, même si on n'est pas un acteur producteur et fournisseur de services d'Internet. Je pense que c'est la même chose pour l'IA. Je pense que c'est trop tôt pour dire quels seront, secteur par secteur, les gagnants de l'IA, mais il semblerait évident que l'IA a déjà un impact sur la rapidité avec laquelle, dans la pharmacie, on peut faire des recherches biologiques. L'IA a déjà un impact sur la façon dont les grands distributeurs, j'ai parlé de Walmart, mais il y en a d'autres, vont pouvoir ajuster leur prix en fonction de la demande de façon extrêmement rapide. Il est clair que l'IA va affecter le secteur des transports, parce que ça va permettre d'optimiser la façon dont les camions vont transporter les containers. Et donc, on est dans une phase où certaines valeurs vont sans doute monter et d'autres vont sans doute baisser. Mais pour moi, il est trop tôt de définir quel secteur et surtout quel acteur spécifique va bénéficier de l'IA et quel autre acteur va perdre. Donc, comment se positionner par rapport à ça? Le premier serait de rester diversifié. C'est peut-être un peu bête et méchant comme réponse, mais je pense que pour l'instant, il y a trop d'incertitudes pour pouvoir dire tel acteur va gagner et tel acteur va perdre. Alors, LDDS, LEP sont-ils sûrs, notamment par rapport au gouvernement? Alors, oui, je pense que tous les supports de livrets réglementés aujourd'hui sont très très sûrs. Je ne vois pas de scénario crédible où l'argent qui y serait déposé serait à risque. En revanche, j'attire l'attention sur le fait que les rémunérations sur le livret A, la LDDS et d'autres aujourd'hui sont plutôt bas par rapport à l'inflation. Donc, le livret A, c'est 1,50, l'inflation est aux alentours de 1%. Donc, ce sont des supports peut-être bien pour l'épargne de précaution, mais pas du tout pour quelqu'un qui vise à gagner en pouvoir d'achat sur le moyen et le long terme. Il y a une autre question qui est mentionnée sur les 3 classes d'actifs dont je parle beaucoup, actions, obligations, or, c'est vrai. L'immobilier est une autre classe d'actifs, oui. Ça permet de diversifier un portefeuille, oui. Donc, vous avez raison, j'ai complètement omis de passer un peu de temps pour parler de l'immobilier. Plusieurs observations tout de suite. Je sais statistiquement que l'immobilier en France, c'est un peu le dada des épargnants individuels. C'est acheter de la pierre, c'est peut-être quelque chose de culturel. Mais il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Donc, le premier dont je vais parler, c'est d'investir vous-même et d'aller acheter
des appartements, des logements étudiants, pourquoi pas des parkings, et de les gérer vous-même. Quelle que soit la rentabilité que vous espérez en tirer, je souligne le fait que ce sont des investissements plutôt chronophages. Donc, si vous gérez véritablement vous-même, c'est à vous de vous assurer que vos locataires payent en temps et en heure, que lorsqu'un locataire part, un nouveau prend sa place rapidement parce qu'une vacance peut coûter très cher et peser sur la rentabilité moyenne sur des durées longues. Il y a pas mal d'administratifs à faire, il y a pas mal de réglementations auxquelles il faut adhérer. Je pense à la location en Airbnb et j'en passe. Donc, c'est une classe d'actifs qui peut parfaitement avoir du sens s'il s'agit de diversifier, mais de le faire en direct, ça peut être plutôt très chronophage. Et par ailleurs, pour avoir un portefeuille diversifié immobilier en direct, il faut un capital de départ qui est conséquent. C'est-à-dire que pour avoir une dizaine d'appartements dans 3-4 villes différentes, pour avoir une diversification géographique et par bien, on s'imagine bien qu'il faut un capital de départ qui se compte au moins en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Maintenant, on va investir en immobilier via de l'immobilier pierre-papier. Et là, le sigle qui revient le plus souvent, c'est la SCPI, qui permet d'acheter pour des sommes beaucoup plus modestes, typiquement à partir de 1 000 ou 5 000 euros, des parts dans des structures qui s'appellent des SCPI, des sociétés civiles à placement immobilier, dont le but n'est ni plus ni moins que d'acheter justement, grâce à l'apport de bon nombre d'investisseurs, un nombre de biens immobiliers qui seront tous à la location, qui seront gérés par les gérants de la SCPI. Avantage, on y passe beaucoup moins de temps. Avantage, on a un portefeuille diversifié. Avantage, on se repose sur l'expertise de l'équipe de gestion. Inconvénient, soyons clairs, ça coûte assez cher. C'est-à-dire qu'il y a des frais de départ qui sont plutôt élevés et des commissions annuelles qui sont pareil plutôt élevées parce qu'il faut bien payer cette équipe d'experts. Et il ne faut pas se dire enfin, dans l'immobilier, je reviens en arrière sur une slide qu'on a déjà passée, ce qu'on met en avant sur l'immobilier, c'est certes qu'on peut viser des rendements de l'ordre de 4 à 11% selon le type d'immobilier qu'on recherche, mais que le risque, il est plutôt moyen et la liquidité est faible. Donc j'insiste, d'abord, l'investisseur qui en direct a une dizaine d'appartements, s'il a besoin de cash, vendre un ou plusieurs de sa dizaine d'appartements, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et même si vous avez des parts d'SCPI, la liquidité des parts d'SCPI, elle est bonne jusqu'au jour où la SCPI va mal et où il y a plus de vendeurs de parts d'SCPI qu'il y a d'acheteurs de ces parts et où la liquidité n'est plus assurée. Et c'est un cas dont on a souvent dit que c'est un cas théorique, mais qui en 2023, 2024 et encore en 2025, s'est réalisé. Il y a eu tellement de vendeurs d'SCPI phares qu'il y avait et tellement pas d'acheteurs qu'il y en a pour des milliards d'euros de ventes qui sont en attente, en attendant que des acheteurs veulent bien se manifester pour les parts dont certains investisseurs veulent se débarrasser. J'espère avoir adressé le sujet de l'immobilier. Alors, l'industrie nucléaire, je suis désolé, je ne vois pas très bien la question. Il y a une personne qui me pose une question au sujet de l'industrie nucléaire, mais je suis désolé, je veux bien essayer de répondre, mais je ne comprends pas très bien la question. Et d'ailleurs, c'est la dernière question dans la file d'attente, si j'ai bien compris. Écoutez, je vous demanderai de me recontacter peut-être pour m'expliquer exactement quelle est la question autour de l'industrie nucléaire. En attendant, parce qu'on aime bien tenir nos promesses, je vois qu'on se rapproche de l'heure pleine. Ah, non, il y a une question sur la technique DCA. Donc, je vais peut-être finir là-dessus. La technique, c'est dollar cost. DCA veut dire dollar cost averaging. Et c'est une technique qui revient un peu à ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure sur nos meilleurs conseils, qui consiste à dédier une somme fixe, régulière, donc on va dire typiquement mensuellement, ou de façon automatisée, vous allez mettre cette somme fixe régulière sur une classe d'actifs donnée ou sur un portefeuille donné. Mais pour faire simple, vous pouvez le faire sur un ETF MSCI World. Et donc, ça vous évite de rentrer une grosse somme d'argent sur le marché justement à
à un plus haut et de souffrir d'une correction qui se manifesterait rapidement. Et ça revient en fait à moyenner. Donc, dollar cost averaging, dans dollar cost averaging, il y a le mot average qui veut dire moyenne. En investissant la même somme tous les mois dans une classe d'actifs donnée, ben vous savez que vous allez moyenner vos points d'entrée, vous allez moyenner, vous allez compenser les jours où vous êtes rentré sur des niveaux hauts par des jours où vous rentrez sur des niveaux bas, en espérant que la moyenne sur la durée longue sur le S&P 500, c'est plus 8% annuel en moyenne, et bien cette moyenne, vous allez la capturer. C'est ça la technique de DCA. Je crois que je vais m'arrêter là. Encore merci de votre participation. Pour ceux qui sont clients, merci de votre confiance. Pour ceux qui ne le sont pas, vous savez où nous trouver pour le devenir. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'il a dit, surtout, écrivez-nous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à très bientôt pour d'autres webinaires de ce type sur des sujets qui vous intéressent. Merci, au revoir.